toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard, mesdames et messieurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous nous regardez à la télé sur Kavi TV, canal 410 et 113 à travers Star Times, à la radio sur la 89.5 Kavi FM. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux synchronisés Facebook, YouTube, Kavi Media ou sur notre application mobile téléchargeable via Play Store et App Store. Vous êtes dans votre émission Le Scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h temps universel. Merci d'être avec nous ce matin. Vous le savez, nous faisons l'analyse et le décryptage de l'actualité dans cette émission, souvent avec l'aide de nos invités pour mieux comprendre. L'introduction des technologies de l'information et de la communication dans le processus électoral suscite à la fois de l'intérêt mais aussi des inquiétudes. Aujourd'hui, plus en plus d'organes de gestion électorale à travers le monde font appel à ces nouvelles technologies pour moderniser, sécuriser et accélérer les opérations de vote. De simples logiciels de bureautique à des outils plus avancés comme le balayage optique des bulletins ou les systèmes d'information géographique, la technologie s'impose désormais comme un maillon essentiel de l'organisation électorale. Mais cette modernisation pose assez de questions. Ces outils renforcent-ils réellement la transparence du processus ou risquent-ils au contraire d'en affaiblir la fiabilité? Pour en parler, nous recevons ce matin sur ce plateau M. Mahmoud Touré, politologue et analyste, qui reviendra avec nous sur les enjeux et les défis liés à la numérisation des élections. Et puis, dans la seconde partie de cette émission, nous irons du côté de la Côte d'Ivoire où se déroule la présidentielle. Plus de 8,7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce samedi 25 octobre dans 25 678 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire et à l'étranger. 5 candidats sont en lice, dont le président sortant Alassane Ouattara. Quelle a été l'ambiance de ce scrutin? Comment les Ivoiriens vont-ils voter? Nous retrouverons dans un instant notre envoyé spécial Abdallah Kamara du côté d'Abidjan avec les premières tendances, les réactions des électeurs et le regard des observateurs internationaux, notamment celui du président de la Haute Autorité de la Communication, Boubacar Yassine Diallo, présent sur place. Voilà pour le menu, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à tous. L'introduction des technologies de l'information et de la communication dans le processus électoral, une modernisation qui suscite à la fois espoir et inquiétude entre transparence, rapidité et risque de manipulation. La question reste ouverte. La technologie rend-elle nos élections plus fiables? Pour en parler, il est sur ce plateau avec moi, M. Mahmoud Touré. Il est politologue et consultant de cette émission. Bonjour, M. Mahmoud Touré, merci d'être avec nous. Bonjour madame, c'est un plaisir. D'accord. Avec vous, nous allons donc parler des enjeux et les limites de cette transformation numérique. Avec plaisir. Oui. Alors, quand on parle de l'introduction des nouvelles technologies dans le processus électoral, on pense souvent au vote électronique. Pour vous, en quoi ce vote peut-il être important, j'y arrive, dans le déroulement d'une élection? Merci madame et bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs. Mais il faut dire que en ce qui concerne le vote, l'introduction, je veux dire, de ce processus ou des nouvelles technologies dans le processus de vote, c'est un processus aussi. Parce qu'avant la numérisation de ces votes, il faut s'en dire que c'était des votes manuels. Donc avec la démographie, avec l'évolution galopante de la population, à un moment donné, il serait très difficile de pouvoir maîtriser toute cette marge de la population. Donc pour faciliter véritablement ces populations, non seulement dans le vote, mais aussi en ce qui concerne les résultats, il fallait introduire
et la version, je vais dire, la numérisation ou digitaliser le vote pour facilement non seulement voter, contrôler, vérifier et pour publier les résultats. Donc, et l'introduction de cette nouvelle technologie dans le processus électoral est véritablement important. C'est un sacerdoce, c'est une obligation aujourd'hui pour permettre à tout un chacun de pouvoir voter parce que avec le vote électronique, ça va réduire ce que c'est que les risques de fraude électorale. Donc tout ce qui est fraude, on a la possibilité de pouvoir les réduire, je dis bien réduire les fraudes électorales et améliorer la transparence dans ce processus-là. Parce qu'on a la possibilité de vérifier X personnes, vous avez parlé tout à l'heure des observateurs, ils ont aussi la possibilité de vérifier, de contrôler et puis aussi de mieux donner leur point de vue en ce qui concerne les résultats. Deuxième élément, le vote électronique va faciliter la participation aussi des électeurs. Et en particulier ceux qui vivent dans les zones les plus reculées et qui ont des difficultés même de pouvoir se déplacer de voler. Donc ils peuvent voter sur place et ça va nous permettre véritablement d'avoir une élection aussi crédible. Exactement, je venais à ce niveau. Peut-on donc dire que le vote électronique rend les élections plus inclusives? Autrement dit, est-ce qu'il y a moyen de faciliter donc la participation de tous les électeurs, comme je crois vous venez de le dire, ceux vivant à l'étranger ou même dans les zones plus reculées? Effectivement, avant même de répondre à cette question, il faut dire que ce vote électronique facilite, je veux dire, la rapidité et la fiabilité des résultats. Ça offre une certaine sécurité en ce qui concerne ce processus électoral. Mais pour que cela soit, il est important de noter que le vote électronique nécessite des infrastructures solides, une sécurité accrue et une transparence totale en ce qui concerne la garantie et la confiance des électeurs. Donc, par rapport à cela, oui, je dirais que le vote électronique peut rendre les électeurs plus inclusifs en facilitant la participation de tous les électeurs, et notamment ceux qui sont présents et ceux même qui sont aussi à l'extérieur, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc ça veut dire que le vote électronique va permettre aux électeurs qui vivent à l'étranger en particulier au niveau de l'extérieur de participer au processus électoral sans avoir à se déplacer jusqu'à aller au bureau de vote. Deuxième élément, il peut faciliter la participation de ceux qui vivent dans les zones les plus reculées, même en République de Guinée, et qui ont des difficultés d'accès au bureau de vote. Ça va permettre même à l'organe chargé de l'élection de lutter contre tout processus de cambriolage, de viol et tout ce qui s'ensuit. Troisième élément, c'est que le vote électronique va faciliter la participation même des personnes à mobilité réduite. Parce qu'il n'y a pas seulement que ceux qui vivent à l'extérieur, ceux qui vivent à l'intérieur, il y a ceux aussi qui ont des handicaps. Donc, avec le vote électronique, ça va leur permettre de voter sur place. Voilà. Un autre élément, ça va également, c'est un moyen de mobiliser aussi les jeunes actuels. Vous n'êtes pas sans savoir que la jeunesse actuelle, nous sommes beaucoup plus avec les nouvelles technologies de l'information. Tout le monde a des smartphones. La génération smart. Donc, ça permettra à chacun, à travers son smartphone, de pouvoir voter partout où il se trouvera. Donc, c'est un élément aussi important. Ça va permettre aussi, il y a des électeurs en République de Guinée ou partout dans l'Europe qui ont des heures de travail contraignants. Donc, ils n'ont pas la possibilité de pouvoir se voter parce que même les dimanches, c'est un travail le dimanche. Oui, bien sûr. Donc, à travers ces heures-là, ça leur permet automatiquement, depuis leur boulot, depuis leur poste de travail, de pouvoir voter. Donc, pour garantir une inclusivité de tous les électeurs, il est nécessaire, à un premier temps, de mettre en place des mesures de sécurité robustes pour protéger la confidentialité et l'intégrité du vote. Deuxième élément, il est essentiel de fournir des instructions claires et des formations pour aider les électeurs à utiliser ce nouveau système électronique de vote. Donc, il faut les former. Troisième élément, il faut s'assurer que tous les électeurs ont accès à la technologie nécessaire. Bien sûr. Parce que si on met en place le vote électronique et qu'on ne se rassure pas, on ne
prend pas la peine de savoir est-ce que les électeurs ont tous des smartphones ou la connexion. L'accessibilité Je pense à que tout ça. c'est aussi des éléments À tenir en compte. d'un certain nombre de choses qu'on évite de le dire. Peut-être que ça peut être des éléments de manipulation ou de fraude. Donc, il faut proposer aussi, c'est par rapport à cela, vu qu'on n'a pas tous la possibilité de se payer les smartphones et la connexion. Souvent, même la connexion dans les pays, les zones les plus reculées en Guinée, ont des problèmes de connexion. Donc là, il faut proposer des alternatives permettant aux électeurs qui ne disposent pas des technologies de la sorte de pouvoir voter aussi manuellement. Ça veut dire que le vote électronique ne doit pas régner on ne doit pas supprimer ou disparaître le vote manuel. On doit proposer aussi ces alternatives-là. Pour pouvoir... Peut-être un moyen pour ceux-là qui ne peuvent pas vraiment se déplacer pour faire le vote manuel, de pouvoir participer aux élections. Donc au-delà des avantages, M. Touré, de ces nouvelles opportunités, existe-t-il des risques par rapport à tout ça? Mais éventuellement, tout ce qui est électronique aujourd'hui a des risques. Donc oui, il existe des risques associés même à l'utilisation de la technologie là, concernant le processus ou le vote électronique. Le premier risque, c'est que c'est un risque de sécurité déjà. Vous n'êtes pas sans savoir que tout système de vote électronique peut être vulnérable aux attaques. D'accord. Voilà, peut-être aux attaques des informaticiens, des pirates ou des manipulateurs qui vont vouloir aussi non seulement saboter. Des hackers. Des hackers qui vont vouloir saboter ou biaiser ou détruire la fidélité, la sincérité vraiment de ce processus-là. Deuxième élément, il y a de risques, c'est un problème de confidentialité. Les données personnelles des électeurs là, peuvent être compromises si le système de vote électronique n'est pas suffisamment sécurisé. Donc là, c'est un deuxième risque. Un troisième risque, c'est les erreurs techniques. Donc il faut mettre tout en œuvre pour éviter les problèmes techniques qui peuvent survenir lors même du vote électronique. Voilà. Un problème de réseau, un problème de connexion, un problème de fiabilité des machines, un problème même d'adaptation de ces machines par rapport à la réalité. Donc tout ça, ce sont les risques. Il y a un risque aussi d'inégalité d'accès. Parce que les électeurs, je veux dire, qui n'ont pas accès à ces technologies, le risque là, c'est un risque d'exclusion. Et il y a certains électeurs qui ne sont pas familiarisés à l'utilisation des nouvelles technologies. Donc du coup, ça aussi, c'est un risque d'exclusion. Et ils ne vont pas se sentir inclusivement associés à ce processus. Et ça peut provoquer des manifestations ou bien des fraudes d'une autre circonstance ou bien d'un autre niveau. Il y a aussi un risque de manipulation, comme je l'ai dit, parce que le système de vote électronique peut être vulnérable à la manipulation que nous venons de dire. Donc cette manipulation, par des acteurs malveillants, peut influencer le résultat même du processus électoral. Donc, pour atténuer ces risques, il est nécessaire que et la Guinée et tous les pays qui utilisent ou qui veulent utiliser le vote électronique mettent en place des mesures de sécurité robustes, comme je viens de le dire tantôt, pour protéger le système de vote électronique. Donc, il faut mettre toutes les mesures nécessaires pour protéger et sécuriser le vote. Il faut fournir des instructions claires. Donc, il faut former pour aider les électeurs à utiliser ce système. Il faut s'assurer que le même système que nous mettons en place en ce qui concerne le vote électronique soit transparent et aussi auditable. Donc, il faut qu'on soit à mesure d'auditer ce processus-là. Donc, mettre en place des mécanismes pour vérifier. Pour une question de vérification. Voilà, donc une vérification et le contrôle pour garantir l'intégrité des résultats du vote. Et enfin, il faut fournir, comme on a dit tantôt, l'alternative. Donc, il ne faut pas seulement se baser sur le vote électronique. Il faut laisser le choix aux électeurs de pouvoir voter aussi manuellement pour ceux-là qui voudront.
Exactement. Quels sont donc, selon vous, les principaux enjeux de la cybersécurité lorsqu'on parle de transparence électorale? Comment garantir donc la protection des données et l'intégrité du vote face aux menaces numériques? Effectivement, ça c'est une obligation pour les autorités ou la commission qui sera en charge d'organiser les élections et introduire le vote électronique. Leur mission, c'est de protéger les données, les données électorales, donc les informations personnelles des électeurs et les résultats des votes. Donc là, c'est véritablement ce à quoi les autorités doivent s'en tenir pour lutter contre toute personne malveillante visant à ternir ou à salir l'image du vote et la fiabilité et aussi la fidélité des résultats. Donc le processus là de vote doit être sécurisé et cette sécurisation va garantir le vote et enregistré et comptabilisé de manière précise et transparente. Donc ça va rendre non seulement le vote transparent, ça va rendre le vote, aussi confiant et ça va permettre aussi des électeurs qui veulent voter toujours manuellement, avoir la curiosité de savoir ce qui se passe au niveau électronique, la facilité, la fiabilité, la rapidité. Ensuite, ce même système doit être protégé contre, on a dit tantôt, les attaques des manipulateurs, les attaques des informaticiens véreux, les attaques des hackers, les attaques de tous ceux qui voudront salir comme on appelle ça, le vote électronique. Vous savez déjà, vous n'êtes pas sans savoir que c'est pendant ces périodes-là, nous sommes dans une atmosphère véritablement sensible, très sensible. Donc cette sensibilité-là, il faut la protéger. Donc la transparence et la sécurité des données électorales sont véritablement essentielles pour maintenir non seulement la confiance des électeurs, mais aussi la durabilité et la viabilité de ce processus-là. À côté, toujours dans le même sens, en ce qui concerne la protection des données et l'intégrité des votes, face aux menaces numériques, les recommandations que moi je pourrais faire, c'est mettre en place des mesures de sécurité. Donc ces mesures de sécurité, c'est l'utilisation des technologies de sécurité avancées que la Commission peut véritablement s'en procurer à travers ses partenaires ou ses pays développés. Il faut effectuer ce que j'appelle les audits réguliers pour identifier la vulnérabilité et améliorer la sécurité du système électoral. Donc ça, c'est vraiment important. Un autre élément, vu que ce sont des personnes qui utilisent aussi ce vote électronique, il faut les former. Il faut former toutes les parties. Qu'ils soient vraiment il faut former très imprégnés de l'utilisation. L'équipe de la commission chargée des élections, les partis politiques, le gouvernement, la société civile, donc la population, donc toutes les parties prenantes doivent être formées sur les risques de la cybersécurité et les mesures à prendre pour y parvenir. Donc il faut utiliser non seulement les technologies de vérification, et j'ai parlé de l'audit de vérification des votes pour garantir l'intégrité. Il faut collaborer. Vous venez de citer les parties prenantes. Il faut une bonne collaboration. Donc cette collaboration va faciliter la formation avec les autorités, avec les partis politiques, la société civile et tout ce qui s'ensuit. Et en fin de compte, il faut mettre en place un plan de gestion des incidents. Parce que ça arrive. On n'est pas toujours à 100% garanti la sensibilité de la période électorale. Donc, il faut mettre des mesures de gestion des incidents pour répondre rapidement et de façon efficace en cas d'attaque. Dès qu'il y a une attaque, il faut automatiquement mettre les mesures en place pour pouvoir non seulement surmonter ces difficultés, mais aussi proposer des solutions beaucoup plus viables. C'est-à-dire pour carrément éviter d'autres attaques. C'est automatique. Voilà. Alors, Monsieur Touré, vous, en tant que politologue, comment diriez-vous l'intégration de la cybersécurité comme un élément central dans la gestion du processus électoral? Mais évidemment, si vous parlez
on ne peut pas parler de vote électronique sans parler de sécurité électronique. Donc la cybersécurité vient sécuriser toutes les possibilités d'attaque, de sabotage ou d'inclusion au niveau de tout. Donc oui, je recommande fortement l'intégration, je veux dire, de la cybersécurité comme élément central pour la gestion même du processus électoral à travers le vote électronique. Pourquoi? Parce que la protection des données électroniques, des données électoraux contre les accès non autorisés. Donc là, ça nous permet de protéger. Vous n'êtes pas sans savoir que tout un chacun, tous ceux qui ont voté même le 21 septembre 2025, ont leurs données stockées dans une base de données au niveau de la commission même qui fut chargée de recenser les personnes. Donc, on a besoin d'une certaine sécurité. Sinon, les arqueurs, comme vous l'avez dit, ou des personnes de mauvaise foi vont véritablement avoir toutes nos données personnelles. Donc ça, c'est un élément qu'il faut protéger. Ensuite, il faut une protection ou une prévention des attaques informatiques qui risquent de perturber même le processus électoral. Donc pour éviter que le processus électoral ne soit perturbé, il faut véritablement la cybersécurité pour protéger contre ces individus ou ces hackers qui visent à saboter. Des personnes de mauvaise intention. Voilà, donc ça va permettre de lutter contre ceux-là même qui veulent compromettre la confidentialité, la fiabilité des électeurs. Ensuite, la cybersécurité est essentielle. C'est essentiel pour maintenir la confiance des électeurs. Lorsque nous pensons en parlant de sécurité déjà, c'est déjà une confiance pour l'électeur à aller et à voter. Parce que je me dis que mon vote, vote est sécurisé. Donc dès que je vote, je sais qu'il y a toutes les mesures nécessaires. Les mesures sont mises en place pour pouvoir sécuriser et comptabiliser sans éliminer le vote. Donc là, c'est déjà un élément très important. Donc le pays ou tous les pays qui utilisent ça ont l'obligation de garantir cette sécurité-là et l'intégrité des électeurs conformément aux normes internationales. Donc ça, c'est important. Et aussi, la cybersécurité, c'est un élément de prévention de toutes les conséquences négatives sur la stabilité politique, la paix sociale, mais aussi l'avenir du pays. Donc là, c'est vraiment important. Ensuite, pour intégrer efficacement la cybersécurité dans tout le pays, en ce qui concerne le processus électoral, il est important que le pays mette en place un plan de cybersécurité qui va couvrir tous les aspects du processus électoral. Donc là, quand le plan est bien défini avec les spécialistes en cybersécurité sur toute l'étendue du territoire guinéen, je pense que la sécurité sera garantie. Deuxième élément, il faut former, je ne cesse de le dire, il faut former les équipes électorales et les parties prenantes. C'est très important. Sur les risques, effectivement, de la cybersécurité et les mesures à prendre en cas de problème. Donc, à côté de cela, c'est bon de former, mais il faut mettre à disposition de la technologie, sécurisée pour collecter les données, stocker les données, traiter les données et publier les données. Donc là, c'est vraiment important. La collecte, le stockage, le traitement et la publication des données. Donc là, il faut de la technologie avérée dans ce sens. Donc il faut, à côté de cela, il faut effectuer à chaque instant des audits réguliers pour identifier est-ce que le processus est vulnérable et améliorer la sécurité du système au fur et à mesure. Parce que tout ce qui concerne l'électronique, il faut un suivi régulier et une évaluation régulière pour toujours améliorer le processus. Donc, en fin de compte, il faut collaborer avec les parties prenantes. Donc, il faut une bonne collaboration parce qu'en parlant d'élection, c'est l'opposition et la mouvance. Donc, et la mouvance et l'opposition, si ensemble sont convenus de la viabilité, de la sécurité, du sérieux, je pense que l'élection aura
un sens. Bien, Monsieur Mahmoud Touré, je crois bien que vous l'avez compris, hein, le vote électoral qui a des avantages mais aussi des risques, c'est quand même un élément important dans le processus électoral, voilà, qui permet l'inclusivité d'une élection. Je crois que des éléments ont été donnés par notre invité qui a très bien expliqué, M. Mahmoud Touré, analyste politologue. Mesdames et messieurs, cap à présent sur Abidjan où se déroule la présidentielle ivoirienne. Plus de 8 700 000 électeurs étaient appelés aux urnes dans les 25 678 bureaux de vote répartis à travers le pays et à l'étranger. 5 candidats sont en liste, dont le président sortant Alassane Ouattara. Avant donc de retrouver notre envoyé spécial à Abidjan, Abdallah Kamara, voyons ensemble comment s'est déroulée cette journée de vote. Donc je vous amène à suivre ce reportage qu'il a réalisé de ce côté. Ce dimanche 25 octobre, plus de 8,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes à l'occasion de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Le pays s'apprête ainsi à écrire une nouvelle page de son histoire politique avec 5 candidats en liste, dont 2 indépendants. Les enjeux du scrutin sont considérables. Selon la commission électorale indépendante, CEI, 74 organisations sont mobilisées pour superviser les 25 678 bureaux de vote, dont 25 370 sur le territoire national et 308 à l'étranger. Dans certains centres, de légers retards à l'ouverture ont été constatés, notamment au centre de vote du club municipal de la mairie de Cocody. Il est 8h30 passé, les bureaux ne sont pas encore ouverts, on nous demande d'attendre toujours. Donc c'est pourquoi je n'ai pas encore voté, alors que moi je dois aller travailler, je suis déjà en retard. C'est pourquoi je retourne. 1 heure, je pense, 1 heure. C'est à 1 heure qu'on était là. Le temps qu'on a mis, on a pris au moins 1 heure de temps. En revanche, dans d'autres établissements comme le préscolaire Rivera Golf 1, tout était déjà prêt pour accueillir les électeurs. Bon, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de problème. Bon, on est venu, on nous a donné la feuille de vote, je crois, si on peut dire. Mais puis bon, voilà quoi, j'ai fait mon choix et puis voilà. La matinée s'est déroulée sans incident notable dans les bureaux de vote visités. Voilà, c'est un rendez-vous électoral majeur marqué par de nombreux appels au calme et à l'acceptation des résultats. Surtout, je vous propose donc d'écouter cette fois-ci les réactions de quelques citoyens recueillis sur place, notre envoyé spécial. Bon, moi, mon attente, c'est que l'élection soit apaisée, qu'il n'y ait pas de guerre et que notre président, M. Adou, remporte l'élection. Oui, c'est votre appel qu'elle a. Voilà, je vais me prononcer un peu sur les élections en Côte d'Ivoire. Alors vous voyez un peu, regardez un peu dans les autres pays. Au Ghana, tout près, quand il y a des élections, tout le monde est tranquille. Aucune mouche même ne meurt. Mais bizarrement, en Côte d'Ivoire, quand il y a des élections, c'est la peur qui s'installe. Alors, je demande aux dirigeants de faire en sorte que les Ivoiriens n'aient pas peur des élections. Les élections ne doivent pas faire peur aux Ivoiriens. Ne doivent pas faire peur aux Ivoiriens. Les élections, on doit aller aux élections et qu'il n'y ait pas de mort. Parce que c'est le spectre de mort qui plane là, qui fait peur aux gens. Donc je demande à tous les Ivoiriens et je demande aussi à nos dirigeants de faire preuve un peu d'indulgence envers les autres. C'est pourquoi je demande à nos frères et sœurs de mettre un peu l'eau dans leur vin. D'accord? De mettre un peu d'eau dans leur vin et de croire en Dieu. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Le jour que Dieu va arracher le pouvoir, il l'arrachera. Personne ne pourra s'opposer. Merci à vous. Bon, nous on veut la paix. Au niveau de l'élection, on veut la paix. On veut la paix. Non, bon, soit les manifestants, tout le monde n'a qu'à baisser. Voilà, ils n'ont qu'à baisser la tension. Voilà. On veut que tout se passe bien. Également
Finalement, mesdames et messieurs, au fil donc de la journée, les appels à la paix se sont multipliés, portés par plusieurs acteurs politiques et observateurs que nous avons rencontrés, des acteurs aussi satisfaits du calme qui a caractérisé surtout ce scrutin. Donc, je vais vous inviter à suivre Charles Blé-Goudé. Je pense que la première attente que j'ai et la première victoire que je pense que la Côte d'Ivoire peut remporter, c'est d'abord la question sécuritaire. Montrer que la Côte d'Ivoire a pu organiser une élection et que la carte sécuritaire est ouverte. C'est la première des choses. Parce que l'on avait prédit autre chose. Pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Le reste, c'est dans l'ordre du destin des personnalités qui sont présentées pour cette élection-là. Que ce soit M. Ouattara qui gagne, que ce soit Mme Gbagbo qui gagne, ou Don Melo, ou Jean-Luc Buyon, ou Mme Henriette Lagou, pour moi, ça, c'est le destin des individus. Le premier destin qui est important pour moi, c'est le destin de la Côte d'Ivoire. Je les félicite déjà d'avoir choisi la voie du vote. Je dis, le changement, on peut l'obtenir, mais seulement dans les urnes. Tu prends les rues. Tu peux même, avec les rues, chasser celui qui est au pouvoir. Mais c'est toi qui prends le pouvoir. Bien, notre rôle, c'était d'abord d'accompagner notre collègue René, qui est citoyen ivoirien, qui est donc allé s'acquitter de son devoir à Cocody. Et nous avons profité pour visiter quelques centres de vote à Cocody. Et puis, nous nous sommes transportés plus loin, à Yopougon, un quartier populaire qui a à peu près 1 million d'habitants. Et là-bas, nous avons observé également beaucoup de discipline. Il est vrai que l'affluence n'était pas là, mais beaucoup de discipline et beaucoup de courtoisie. Et au total, nous pensons que l'élection s'est passée dans de très bonnes conditions. Bon, j'ai constaté que le RHDP a battu le record. Et il n'y a pas eu de tricherie, il n'y a pas eu de complications et de difficultés. Je voulais qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, que nous sommes tous ensemble, qu'on bâtit la Côte d'Ivoire. Je crois par la grâce de Dieu, il n'y a pas eu d'anomalie, ça s'est bien passé. Ça s'est bien pensé, mais simplement c'est le résultat qu'on attend. Et on veut que de la manière ça a débuté, il faut que ça termine comme ça, parce que nous ne voulons pas des histoires, nous voulons la paix, nous voulons que nous les Ivoiriens nous réconcilions, mais dans la main que nous suivons et ensemble que nous avançons par la grâce de Dieu. Voilà, le résultat final, c'est le Seigneur Tout-Puissant qui décide. Hein. Donc c'est le Seigneur qui a le dernier mot et on attend par la grâce de Dieu. Moi je sais que Simone Veil sera toujours victorieuse et vainqueur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous l'avez suivi, mesdames et messieurs, l'élection. Les Ivoiriens se sont donc rendus aux urnes ce week-end. Beaucoup d'appels à la paix, cette fois-ci en Côte d'Ivoire. Monsieur Touré, Monsieur Mamou Touré, vous avez suivi ces témoignages. On a vu aussi le président de la HAC qui représente la Guinée, je crois, du côté de la Côte d'Ivoire en tant qu'observateur. Cette fois-ci, hein, le calme total, comme on appelle autour de ce jour de vote. Effectivement, et on a tous observé le 25 octobre dernier que les Ivoiriens sont allés voter massivement. Oui. Et il faut dire que c'est un appel parce que la Côte d'Ivoire vient de loin. Oui. La Côte d'Ivoire vient de loin en 2010 avec toutes les tensions et la crise ivoirienne de 2010. Après cela, avec l'élection d'Alassane. Et après 15 ans aujourd'hui, celui-ci se représente avec la nouvelle constitution qui lui donne la chance de se présenter pour son premier mandat de la nouvelle constitution, qui est déjà à côté décrié par les autres candidats. D'un autre côté, vous vous en rendez compte qu'à côté d'Alassane Ouattara, le président de la République sortant, il y a son grand rival, je veux dire Laurent Gbagbo, qui n'a pas eu la possibilité d'être véritablement parmi les candidats en lice.
Et donc, je crois cette même tension... je crois qu'il a eu à annoncer son Effectivement. retrait, même si on pense que Bah, écoutez, il est partiel, ce retrait. Voilà, effectivement, avant le retrait, il y a eu beaucoup plus de... Avant l'élection, il y a eu beaucoup plus de tension et les gens avaient peur. Surtout sur la candidature. Effectivement. Donc, à côté. côté de cela, il y a eu beaucoup de tensions au niveau de la population ivoirienne et dans les différentes villes, surtout les bastions même de Laurent Gbagbo, qui est Yopougon. À côté de lui aussi, il y a Tidjane Thiam, qui aussi n'a pas eu la possibilité d'être sur la liste électorale due à sa nationalité. Et Tidjane Thiam représente un parti politique aussi qui est implanté partout en Côte d'Ivoire, qu'on appelle le PDCI, dont le regretté père à son âme, Henri Konan Bédé, qui est décédé, qui a pris les rênes de ce parti à la suite du décès aussi de Félix Houphouët-Boigny. Donc à côté aussi, il y a eu assez de tensions. Donc vous voyez que les tensions au niveau du grand parti du PDCI RDA, les tensions au niveau du grand parti qui est le PPACI, aussi dirigé par Laurent Gbagbo, a rajouté aux tensions sur la lutte ou bien le fait que certains partisans disent que la présentation d'Alassane c'est un quatrième mandat et que c'est pas normal. Il y a toutes ces tensions. Donc avant l'élection, il y avait cette peur-là, il y avait cette psychose que les élections-là risquaient de basculer à des tensions. Mais avec véritablement l'implication, la prise de conscience et le rappel de tous les propos qui ont été dits par Félix Houphouët-Boigny, qui a toujours signifié, a toujours signalé depuis ses règnes au pouvoir que la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et que si on n'a pas pris l'économie de négocier autour de la table, en cas de conflit, on sera obligé toujours de venir autour de la table. Donc je pense que les Ivoiriens, de part et d'autre, avec les médias et tout, chacun avec la HAC, donc la haute autorité de la communication en Côte d'Ivoire, qui s'est impliquée avec les partis politiques, les médias, ensemble, ils ont pu circonscrire ces tensions. Et heureusement, le 25 septembre dernier, donc le samedi, les Ivoiriens ont voté massivement. Et comme le reportage d'Abdallah le montre, vous avez remarqué que les citoyens, et les leaders et politiques, les leaders les politiques, observateurs également, et les observateurs, il y a un seul mot qui tourne dans les lèvres de chacun. C'est ça. La paix, le calme. Et il y a cette envie-là, il y a ce défi, ce souhait aussi qui est demandé par tout un chacun après la proclamation des résultats. Parce que les élections, c'est un aspect. Mais la proclamation des résultats et l'acceptation des résultats par c'est un autre les aspect. vaincus, c'est aussi un autre aspect. Et c'est ce qui risque de provoquer des crises post-électorales. Donc, Dieu merci qu'il y a eu quelques crises avant l'élection, qui ont été circonscrites, quelques petites tensions pendant dans certaines villes qui ont été circonscrites, et on prie Dieu que toutes les autorités avec les observateurs et les institutions internationales mettent tout en œuvre pour que après le résultat, la proclamation du résultat, que pour une première qu'en Côte d'Ivoire, la démocratie se sente, c'est-à-dire que les autres candidats prennent la peine, au-delà même de l'acceptation, qu'ils prennent la peine d'appeler celui qui fut ou qui sera proclamé président de la République, l'appeler et le féliciter. Là, ce geste-là va révolutionner l'avenir de la Côte d'Ivoire et ça sera une culture au fur et à mesure d'accepter que j'ai perdu et d'appeler le vainqueur, lui présenter véritablement toutes les félicitations et toutes les chances pour sa future mandature et tout ce qui s'ensuit. Donc, on remercie le bon Dieu et je pense que les autorités ivoiriennes, les partis politiques, avec les formations, les sensibilisations, les informations, les encouragements, ont mené tout en œuvre pour que les Ivoiriens comprennent que l'élection n'est pas un combat. L'élection n'est pas une guerre. L'élection, c'est un jeu. L'élection, c'est voter pour celui que je veux, parce qu'il a déroulé. Vous avez vu que le programme de société est devenu aujourd'hui
un élément important à un moment donné. Oui, bien sûr. Parce qu'à un moment donné, on ne parlait pas, quand tout le monde voulait se présenter, on ne parlait pas trop de programmes de société. C'était Alassane doit se présenter, Alassane ne doit pas se présenter, Gbagbo et autres. Donc, tous ces débats étaient autour de la personne. De la personne. Mais à un moment donné, quand les 5 candidats ont été définitivement sur la liste à travers la CEI, on s'est rendu compte que les candidats et leurs représentants développaient sur tous les médias leur programme de société. Donc la population jugera en fonction du meilleur programme de société, jugera en fonction du bilan d'Alassane Ouattara. S'il faut le laisser continuer, ce qu'il est en train de faire, ou s'il faut laisser la chance à une autre personne. Et heureusement que sur la liste aujourd'hui, je vois que la parité est respectée parce qu'il y a 2 candidates sur la liste sur 5. Donc du coup, on se rend compte qu'on est presque à une égalité par une égalité. Donc là, c'est aussi une première que à une élection présidentielle en Afrique, il y a au moins 80% de la femme représentée sur la liste électorale. Donc ça, c'est déjà une première. La seconde chose que nous portons comme analyse, c'est la capacité pour ces candidates de sillonner toute la nation en exprimant leurs projets, leurs programmes de société. Ça veut dire que la femme, à un moment donné, la femme a la possibilité de le faire parce qu'elles ont sillonné, elles ont débattu, elles ont mobilisé des populations. Donc, il y a une possibilité. D'un autre côté, les hommes aussi ne se sont pas laissés faire. Ils ont aussi développé leur programme de société. Certains ont contesté en disant qu'ils pouvaient mieux faire le candidat sortant Alassane Ouattara. Et de l'autre côté aussi, les partisans d'Alassane ont défendu le bilan du RHDP pendant ces 15 ans. Tout ce qui a changé, le nombre d'universités qui ont été créées, le nombre d'écoles qui furent créées, la couverture maladie, l'amélioration des conditions de vie, les routes et tout ce qui s'ensuit. Donc, à la population maintenant de pouvoir juger, soit accepter ce qui a été fait ou changer pour une nouvelle tête. D'accord. Peut-être que cette fois-ci, M. Mahmoud, je crois, les Ivoiriens vont apprendre de leurs erreurs, parce que si déjà l'avant et pendant le scrutin, le calme a régné, l'appel à la paix, je crois, a été fait par de nombreuses personnes, y compris même les leaders politiques. Je crois que peut-être après la proclamation des résultats, il va y avoir aussi acceptation et le calme va continuer cette fois-ci. En tout cas, on veut bien espérer. Par rapport à la candidature, Laurent Gbagbo, qui n'était pas là cette fois-ci, mais sa femme, Simone Gbagbo, son ex-femme, Simone Gbagbo, je ne sais pas comment... Ben écoutez, voici une dame de résilience. Une dame qui a persisté, qui a insisté, plein de courage, de motivation. Et vraiment de motivation, je veux dire. Donc, Simone Evier Gbagbo, Simone Evier épouse Gbagbo, qui s'est présentée, fut acceptée, c'est sa toute première fois d'être sur la liste électorale. C'est un exemple pour les femmes de courage, de résilience et de persévérance. Sans une analyse sur son règne auprès du président Laurent Gbagbo de 2000 jusqu'en 2010. Mais après cela, avec toutes les humiliations qu'elle a reçues, tous les injures qu'elle a reçues, je pense que cette dame a repris son bâton de pèlerin, a proclamé toujours son envie de diriger ce pays et est revenu reparler de la réconciliation. Donc, en parlant de réconciliation dans son programme de société, ça veut éventuellement dire que ces acteurs politiques en Côte d'Ivoire ont pris conscience. Ont pris conscience que la population ivoirienne, à un moment donné, fut divisée par les ambitions politiques, fut divisée par les politiciens à travers leur envie de briguer la magistrature suprême, fut divisé, fut détruit par ces mêmes acteurs politiques.
il va sans dire qu'à un moment donné, ces leaders ont pris conscience que ces populations-là, c'est nos populations. C'est nos parents, c'est nos frères, c'est nos sœurs. Et c'est eux, on ne dirige pas la jungle, la nature, les animaux, c'est les hommes que nous dirigeons. Donc par conséquent, il fallait prendre conscience et il n'est jamais trop tard de revenir. Donc, stratégiquement parlant, de façon très stratégique, elle s'est remise en question et elle est revenue auprès des populations demander pardon, réconcilier avec les Ivoiriens et accepter de véritablement se présenter pour pouvoir montrer aux Ivoiriens qu'elle est désormais prête. Elle en a pris des leçons, elle en a compris ce qu'il faut faire et aussi proposer des trucs. La preuve est que vous avez remarqué qu'en Côte d'Ivoire, on parle de parrainage. Donc si cette femme a pu récolter tout ce parrainage, il va sans dire que c'est une dame qui a fait un travail de fond. Il va sans dire que la population a accepté. Si les Ivoiriens ont accepté de la parrainer jusqu'à ce qu'elle soit sur la liste électorale, ça veut éventuellement dire que c'est une femme qui a déjà gagné une vision, a déjà gagné un objectif et l'avenir nous le dira si elle pourra faire des alliances ou fait une place de choix sur l'échiquier politique de la Côte d'Ivoire. Eh bien, Monsieur Touré, merci donc pour ces analyses. Nous allons continuer le débat. Et bien sûr, dans un instant, nous serons avec notre envoyé spécial Abdallah Camara du côté de la Côte d'Ivoire. Mais avant, nous partons en pause. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas laissé essayer une fois au moins.
Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi, c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom que mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer. Et donc tu ne partages pas l'idée avec les artistes qui changent Non, chacun a son vie. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Présidentielle en Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, vous le savez, les Ivoiriens se sont donc rendus aux urnes ce week-end et maintenant place aux premières tendances. Les premiers résultats commencent donc à tomber. Nous retrouvons tout de suite à Abidjan notre envoyé spécial Abdallah Camara qui suit pour nous le déroulement du scrutin et les premières réactions. Bonjour Abdallah, vous êtes à Abidjan. Tout d'abord, dites-nous quelle est l'ambiance actuellement alors que les premiers résultats commencent à tomber. Bonjour Fatou Kébé, oui effectivement je suis à Abidjan, précisément à Cocody. Ici l'ambiance est apaisée et reste très calme, à la fois calme et très attentive. Et depuis 2 jours, la population suit de très près la publication des résultats partiels et provisoires dans les quartiers que j'ai visités, notamment aux 2 plateaux et au taux. Des groupes de jeunes suivent cette publication partielle provisoire de la CEI. CEI, c'est la commission électorale indépendante. Et il faut rappeler, pour l'instant, la situation reste globalement de très près la publication des résultats partiels et provisoires dans les quartiers que j'ai visités, notamment aux 2 plateaux et au plateau. Des groupes de jeunes suivent. Donc la journée du vote sur le terrain, y a-t-il eu une forte affluence dans les bureaux de vote et globalement, le scrutin s'est-il déroulé dans le calme ? La journée de vote s'est globalement bien déroulée dans le calme à travers l'ensemble du pays. L'ouverture de bureaux de vote a été effective dans la majorité des localités, et même si quelques retards ont été signalés par endroits. Selon la commission électorale indépendante CEI, quelques incidents isolés ont été recensés sans impact majeur sur le déroulement du scrutin. Concernant, puisque vous en parlez, concernant le taux de participation, il tourne autour de 50%. Mais il faudra encore attendre la commission électorale indépendante pour une annonce officielle prévue dans les prochaines heures ici à Abidjan. Abdallah Camara, quelles sont donc les tendances qui se dégagent à ce stade? Quel candidat semble en tête selon les résultats partiels? Selon les résultats partiels provisoires, en tout cas publiés par la CEI depuis 48 heures, il faut le dire, le président sortant, Alassane Ouattara, candidat à sa propre succession, arrive pour l'instant en tête dans plusieurs grands.
Selon les résultats partiels, en tout cas publiés par la CEI depuis 48 heures, il faut le dire, le président sortant, Alassane Ouattara, candidat à sa propre succession, arrive pour l'instant en tête dans plusieurs grandes régions du pays. Il a d'ailleurs été félicité par Jean-Louis Bion. Jean-Louis Bion, c'est l'un des 5 candidats en liste. Donc des électeurs, quel est le sentiment général ? Oui, depuis 3 jours, nous écoutons l'avis des électeurs, des citoyens ivoiriens, mais la plupart des électeurs rencontrés après ce scrutin ont exprimé un mélange d'abord d'espoir, mais aussi de... Oui, depuis 3 jours, nous écoutons l'avis des électeurs, des citoyens ivoiriens, mais la plupart des électeurs rencontrés après ce scrutin ont exprimé un mélange d'abord d'espoir, mais aussi de prudence. Beaucoup estiment quand même que ce scrutin a été bien organisé par rapport aux autres scrutins ici en Côte d'Ivoire. Les jeunes notamment souhaitent voir un véritable changement. De la participation comme un indicateur clé, avez-vous des informations sur le taux de participation ? Oui, Fatou Kébé, d'après les premières estimations de la CEI, le taux de participation avoisinerait les 50%, un chiffre encore provisoire. C'est un taux légèrement inférieur à celui de la précédente présidentielle tenue ici en Côte d'Ivoire, mais jugée satisfaisante compte tenu du contexte politique et des conditions logistiques. Concernant donc la sécurité, y a-t-il eu des incidents ou des tensions signalées dans certaines localités et comment les autorités gèrent-elles la situation ? Oui, depuis 3 jours, nous écoutons l'avis des électeurs, des citoyens ivoiriens, mais la plupart des électeurs rencontrés après ce scrutin ont exprimé un mélange d'abord d'espoir, mais aussi de prudence. Beaucoup estiment quand même que ce scrutin a été bien organisé par rapport aux autres scrutins ici en Côte d'Ivoire. Les jeunes notamment souhaitent voir un véritable changement et insistent sur la nécessité. Du côté de la Commission électorale indépendante CEI, quelles sont donc les dernières déclarations officielles ? Oui, Fatou Kébé, la Commission électorale... Oui, Fatou Kébé, d'après les premières estimations de la CEI, le taux de participation avoisinerait les 50%, un chiffre encore provisoire. C'est un taux légèrement inférieur à celui de la précédente présidentielle. Oui, Fatou Kébé, la Commission électorale indépendante CEI poursuit ce matin la publication des résultats partiels provisoires. Son porte-parole Émile Ebrotier a annoncé hier dimanche que de nouveaux chiffres seraient disponibles ce lundi à partir de 11h. Mais sauf que le président de la CEI, Ibrahima Kubier Koulibaly, a lui aussi indiqué que l'ensemble des résultats pourraient être rendus publics dans la journée de ce même lundi, mais il faut quand même signaler que ces résultats devront ensuite être validés par la Cour constitutionnelle. On sait que cette élection est très suivie dans la sous-région, Abdallah. Comment la presse locale et internationale couvre-t-elle cet événement ? Oui, tout à fait. Cette élection présidentielle est très suivie, aussi bien par la presse locale que par les médias internationaux. De nombreux journalistes sont présents ici à Abidjan et dans plusieurs villes du pays. Je peux effectivement le témoigner. Les journalistes accrédités exercent sans grande difficulté dans des conditions globalement satisfaisantes, je le dis bien. Enfin, Abdallah, à quoi donc faut-il s'attendre dans les prochaines heures ? Oui, Fatou Kébé, dans les prochaines heures, la commission électorale indépendante... Oui, tout à fait. Cette élection présidentielle est très suivie, aussi bien par la presse locale que par les médias.
Oui, Fatou Kébé, la commission électorale indépendante CEI poursuit ce matin la publication des résultats partiels provisoires. Son porte-parole Émile Ebroutier a annoncé hier dimanche que de nouveaux chiffres seraient disponibles. Abdallah Kamara, je rappelle que vous êtes l'envoyé spécial du groupe Kavi Média Abidjan et que la suite de la proclamation des résultats est à 11h ce lundi à la CEI où vous dirigez. Nous allons donc peut-être vous retrouver prochainement dans les éditions d'information. En tout cas, Kavi Média a su cette élection avec intérêt pour la bonne information des auditeurs et également des téléspectateurs. Monsieur Touré, vous avez suivi l'intervention de Abdallah Kamara. Quelques incidents isolés signalés de part et d'autre, mais je crois que au niveau des tendances, des premières tendances, Alassane Ouattara est encore en première ligne. Effectivement, comme je l'ai dit tantôt, déjà le calme il est observé partout en Côte d'Ivoire. Deuxième élément, il a dit dans son reportage qu'il y a déjà un candidat qui a appelé Alassane, le féliciter. Donc ça veut éventuellement dire que les candidats ont la possibilité de vérifier les différents résultats qui se passent dans les différents bureaux de vote, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. Donc il y a la remontée des informations. Et je pense qu'il a ces informations et il a déjà plié bagage et félicité. On l'a dit tout à l'heure, le fait d'appeler le président et féliciter, c'est déjà un premier pas. Oui. Mais on ne peut pas aller tous en besogne. On attend que la CEI, le président Koulibaly de la CEI, proclame les résultats et la Cour constitutionnelle va intervenir pour les résultats définitifs. Mais déjà, Alassane Ouattara en tête de liste. Oui, avec les premières tendances, les premiers résultats qui ont été déjà diffusés par le porte-parole de la CEI, mais largement Alassane Ouattara, avec un score de plus de 80-90%. Voilà, donc cela prouve à suffisance en termes d'analyse que les électeurs veulent la continuité. Les électeurs veulent que le président de la République continue dans ses œuvres. Les électeurs veulent qu'il essaie plus ou moins de terminer son programme ou son projet ou l'ensemble des différentes politiques qu'il envisage pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Et les électeurs veulent la personne. Voilà, donc nous sommes là, on attend. On attend les résultats définitifs et... Mais s'il est réélu, je dis bien s'il est réélu, Alassane Ouattara est quand même à son quatrième mandat. S'il est réélu encore à la tête de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut parler encore de la démocratie à ce niveau? On ne parle plus de quatrième mandat, madame. On ne parle plus de quatrième mandat. Le quatrième mandat, c'est vrai, il serait élu pour la quatrième fois. Mais conformément à la nouvelle constitution, ce serait un premier mandat, nouvelle constitution. Donc politiquement, les partis politiques vont quatrième mandat, c'est vrai parce qu'il est élu, c'est sa quatrième fois. Mais pas sur le plan juridique, sur le plan constitutionnel, c'est son premier mandat. Donc, en termes de démocratie, la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est la participation citoyenne de tout le monde. La Constitution a été votée par la majorité des Ivoiriens. Donc, si les Ivoiriens ont accepté de voter pour une nouvelle Constitution et que cette Constitution lui donne la possibilité de se représenter, je pense que on parle de processus démocratique. On est toujours dans ce processus démocratique-là. Maintenant, les partis politiques ou certains partisans ne voulant pas que Alassane se présente pour la quatrième fois vont de l'idée de la même démocratie qui dit, avec l'ensemble des différentes constitutions, c'est l'élection, c'est briguer un mandat où tu vas reprendre le mandat pour, je vais dire, la réélection, c'est une seule fois. Donc, ça veut dire 2 mandats. Donc, si on va de cette idée-là de 2 mandatures, il va s'en dire éventuellement pour eux que le président Alassane Ouattara a violé
un peu la philosophie même de la démocratie parce qu'il n'est pas à son 2e mandat, il est à son 4e mandat. D'accord? Si on va de cette idée, de leur point de vue, je pense que ça serait leur analyse à eux. Mais lorsque nous redescendons un peu en Afrique, en Côte d'Ivoire, il faut le dire qu'il faut essayer je le dis tantôt, il faut repenser la démocratie. Il faut repenser la démocratie pas à l'occidental, mais repenser la démocratie à l'africaine. Il faut être à mesure de pouvoir transporter et transplanter, adapter les réalités de la démocratie à la vie socio-politique, économique et culturelle des pays africains. Donc, il va sans dire que nous, les pays africains, les pays pauvres, nous sommes en voie de développement. Nous voulons nous développer, nous sommes pauvres, les gens vivent de façon difficile. Et la philosophie ici en Afrique est que quand un président au pouvoir, après son mandat ou son 2e mandat et qu'il y a une alternance, celui qui le suit ne suit pas forcément le principe juridique qui parle de la continuité de l'État. On a comme l'impression que ces personnes qui prennent le pouvoir balayent du revers des mains toutes les réalisations qui ont été faites par le précédent. Donc du coup, ça nous replonge toujours en arrière. Donc quand on analyse de façon profonde, on se dit, est-ce que ce n'est pas une des raisons qui pousse ceux-là qui ont le pouvoir de se maintenir au pouvoir et aller jusqu'au bout de la réalisation de leurs objectifs? Je ne le justifie pas leur durabilité au pouvoir, mais je fais mon analyse. Donc moi, je parle de l'idée que c'est à nous, la population africaine, d'observer. Parce que la force appartient à la population. Parce que la même démocratie dit c'est le pouvoir du peuple. D'accord? Donc c'est un pouvoir qui appartient au peuple. Au peuple de décider donc. Donc, vu le peuple a le pouvoir, si le peuple se lève pour demander le départ, la démission de qui que ce soit, ça va prendre du temps que ça prendra, mais il finira par démissionner. Les exemples n'en finissent pas. Bien sûr. Donc, mais si le peuple, à un moment donné, on se dit qu'il y a un président au pouvoir qui, plus ou moins, essaie de permettre à cette population de sortir un peu de cette pauvreté, il fait en tant si peu de développer plus ou moins le pays. À un moment donné, le peuple va vouloir que cette personne reste au pouvoir. Bien sûr. Cette personne reste au pouvoir. Il va revenir à cette personne à un moment donné, penser que je ne suis pas le seul Ivoirien, le seul Africain. Pourquoi pas laisser... J'ai la possibilité aussi, à côté de moi, il y a des centaines de milliers de jeunes compétents. Je peux former, je peux coacher. Voici pourquoi, madame, on parle de leader. Le leader politique, les gens s'oublient le leader. Eux ont fait des partis politiques une entreprise où il y a un directeur général, un DGA et les employés. Bien sûr. Non, le leader de parti politique ou le leader de façon générale, mais comme le thème l'indique, mais c'est celui qui a le lead. C'est celui qui doit être en mesure de pouvoir incarner 3 choses. Il doit inspirer la population, ceux qui sont pour lui ou qui ne sont pas pour lui, mais les inspirer à travers ses façons de faire. Il doit pouvoir les motiver. À la suite de cela, il pourra mieux les influencer. Et tout ce qu'il dira se fera. Parce que le leader, sa vision, c'est le développement personnel. Le leader, sa vision, c'est le développement de la personne. Donc, par conséquent, les leaders de partis politiques doivent miser sur le capital humain. Comment développer la population, comment grandir la population, comment faire de telle sorte que la population soit une population modèle, moderne, référence. Donc, un nouveau modèle de population doit être créé en la développant. Donc, ces formations, c'est investir sur le capital humain, c'est investir sur la formation, sur la sensibilisation, sur le civisme politique. Je pense qu'à la suite de cela, on pourra arriver à notre fin. Parce que même Nelson Mandela l'a dit, l'éducation, c'est la pierre angulaire du développement d'une nation. Alors, mais pourquoi est-ce que, lorsque nous sommes au pouvoir,
on oublie carrément le développement de ce capital humain. On est beaucoup plus tenté vers le matériel, on est beaucoup plus tenté vers le fait de se renflouer les poches, bien sûr, de se créer de toutes sortes de trucs. Voici pourquoi, même quand on revient en République de Guinée, la nouvelle constitution, vous avez lu dans un certain nombre d'articles que même le président et les ministres doivent rendre compte. Bien sûr. D'accord. Voilà, donc je pense que il faut que nous, les intellectuels africains, prenions la peine de former, de sensibiliser et de se mettre à la disposition de la population. Je le dis tantôt en parlant de leader de parti politique, le leader doit servir et non s'en servir. Parce que lorsque je parle du mot servir, moi je vais toujours en définissant toutes les lettres qui renferment le mot servir. Parce que le mot servir là, ou le verbe servir, je veux dire, nous devons être en mesure de servir la population, servir le pays, servir la nation, et non s'en servir. Parce que le S de servir veut simplement dire signaler l'avenir. Donc on doit être en mesure de pouvoir signaler l'avenir. C'est là le leader, l'orientation, la vision, là où on va. À partir de là, la population saura créer la relève. Donc la population saura que celui qui est là, il a une belle vision, il a une bonne vision et il a une vision qui vise à développer la société. Le E qui suit, c'est engagé parce que lorsque je signale l'avenir, je dois être en mesure d'engager tous ceux, mes collaborateurs avec qui j'évolue, pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc il faut engager les collaborateurs, travailler avec eux pour atteindre cette vision. Bien sûr. Et lorsqu'on travaille ensemble, nous sommes engagés, on évolue ensemble, le R qui suit, c'est la recherche du résultat. Bien sûr. Parce que lorsqu'on commence une activité, on doit axer sur le résultat. Donc, c'est toute gestion axée sur le résultat. Donc, ça veut dire que dans le leadership, nous sommes un bon manager. Donc, on recherche le résultat. C'est la suite de résultats positifs que nous procéderons au développement. Le V qui est là, ça veut dire que si on signale l'avenir, on s'engage avec le collaborateur pour un bon résultat. Mais écoutez, madame, il faut valoriser. Donc, le V vise à valoriser les résultats, donc la récompense. Lorsque je travaille et que je suis valorisé, je suis récompensé, je pense que ça me donne toujours la motivation, le courage, l'envie de toujours donner le meilleur de moi-même. Et c'est ce qui produit, c'est que la créativité, l'innovation et la productivité. Le I qui suit, c'est l'incarnation des valeurs. Le leader doit incarner les valeurs. Vous le savez, dommage qu'en Afrique, lorsque vous dites vous êtes analyste politique, politologue, leader, parti politique, on vous colle l'étiquette de menteur. On vous colle l'étiquette de menteur parce qu'on a les leaders en majorité ou certains d'entre eux ont perdu cette valeur-là. Ils tiennent des discours. Avant d'être au pouvoir, la population leur donne toute la confiance en leur donnant cela. C'est un peu ça. C'est comme ce que, comme on appelle, Thomas Hobbes l'a dit dans son œuvre Le Léviathan. Dans son œuvre Le Léviathan, ça veut dire que la population accepte de donner une partie de sa liberté au leader. À nous, en retour, de pouvoir protéger cette partie-là. Donc, ce qui fait que lorsque vous êtes au pouvoir, la population doit vaquer tranquillement dans leurs activités sans être violentée. Donc, avec les organes régaliens de l'État, on doit les protéger. Avec la justice, on doit les protéger. Avec le gouvernement, on doit les couvrir pour tout ce qui s'ensuit. Donc là, ce sont ces valeurs que ces leaders doivent incarner. Valeurs de loyauté, valeurs de probité, de développement, de sérieux, de lutte contre la corruption et tout ce qui s'ensuit. Ça, ce sont ces valeurs qu'on doit incarner. Ça fera de telle sorte que le système là va changer. Et même dans les établissements, dans les écoles primaires, vous verrez que les enfants vont développer l'idée du sérieux, du civisme et de l'excellence. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui sont détruites en République de Guinée. Et la dernière lettre, c'est le R. Le R veut dire que le leader doit réfléchir toujours. Sans cesse, nous devons réfléchir. Gérer le pays demande une réflexion continuelle et sans cesse. On doit lire, on doit réfléchir, on doit analyser pour trouver toujours une certaine amélioration. Parce que plus
la population en a, plus la population devient exigeante. Oui. Ça, il faut comprendre cet aspect-là. Aujourd'hui, le jour où on va parler de vote électronique en République de Guinée, mais on va demander autre chose. Bien sûr. Le jour où la population atteint un certain niveau, la population va vouloir atteindre encore un niveau supérieur. À chaque situation, des exigences. Hein? Donc, effectivement, il faut toujours réfléchir pour trouver des éléments nécessaires pour permettre à cette population toujours de vivre toujours à un certain niveau. Parce que la difficulté, ce n'est pas de se développer. La difficulté, c'est de pouvoir se maintenir quand on se développe. Donc, lorsqu'on veut former, créer un capital humain beaucoup plus apprécié en République de Guinée, il faut trouver les moyens nécessaires. Il faut toujours réfléchir pour que le Guinéen soit toujours au même niveau que les autres et pourquoi pas développer. Eh bien, le leadership bien expliqué, bien développé par notre lettre par notre invité du jour, M. Mahmoud Touré. Vous êtes donc dans le scanner, chers auditeurs et téléspectateurs. Présidentiel en Côte d'Ivoire, vous l'avez dit tantôt dans vos propos, M. Mahmoud Touré, que c'est au peuple de décider. On a vu que Alassane Ouattara, qui vient en tête de liste, vous l'avez dit, c'est pas le 4e mandat, mais c'est un premier mandat selon la nouvelle constitution. Est-ce qu'à un moment donné, le peuple, parce que je crois que cela, c'est déjà cliché, ça se fait un peu partout dans les pays africains, que selon la nouvelle constitution, qu'un président puisse briguer un nouveau mandat, est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas au peuple de décider que cela se fasse autrement, que l'alternance soit vraiment effective, qu'on ne soit pas obligé peut-être de voter une constitution pour cela. Effectivement, mais vous savez que on parle de démocratie, donc c'est une stratégie. Un président au pouvoir, lorsque vous évoluez à un certain niveau et que vous pensez que vous n'avez pas pu terminer l'ensemble des différents objectifs que vous avez mis en place pour le pays, la possibilité qu'on te donne, les moyens, hein? La possibilité, c'est d'appeler la population a dit, la Constitution, c'est un document, c'est un papier. Bien sûr. Donc, c'est un papier qui représente la philosophie, l'idée, l'ensemble des différentes conceptions ou la philosophie de la population. Donc, à un moment donné, on revient faire comprendre à cette population que cette Constitution que vous avez votée X années, cette Constitution, on veut la réviser. On veut la changer pour tel, parce qu'on s'est rendu compte que dans la population, dans cette communauté, il y a telle réalité qui n'est pas prise en compte dans cette constitution. Donc, on voudrait la rajouter, on a rajouté, et voici pourquoi on parlera d'abord de projet de nouvelle constitution. Donc, on fait le projet de nouvelle constitution au niveau de l'Assemblée nationale. En Guinée, on parle de CNT. On va discuter au niveau là. Donc, les députés vont ensemble trouver au niveau des plénières tout ce qu'il faut pour l'adoption de ce projet de nouvelle constitution. Après ce projet de nouvelle constitution là, adopté au niveau de l'Assemblée nationale, il faut aller auprès des populations parce que c'est la population, vous l'avez dit, c'est la population qui décide en fin de compte. Donc on revient expliquer ce projet là à cette même population. Mais voilà, ce nouveau projet de nouvelle constitution, voici, il y a tel qu'on n'a pas pris en compte. Dans l'ancienne et là, dans la nouvelle, tout est pris en compte. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est bien? Si c'est bien, ok. Donc, dans ce cadre-là, on va demander au président de la République de, par un décret, fixer une date des élections. Donc, ce qui fut fait, quand le président, c'est sa stratégie à lui. Donc, le président fixe la date et puis les populations vont voter. Donc, si la population va voter, parce que voter, vous avez signé et vous avez mis votre doigt dans l'encre indélébile pour prouver que vous acceptez tout ça. Bien sûr. Alors, donc, si vous acceptez de changer la Constitution, vous êtes avec... vous avez accepté son idée, oui ou pas? Oui, vous l'avez accepté. Et bien voilà, donc du coup, ça lui donne la possibilité aussi d'évoluer. Donc, c'est une forme de stratégie. C'est dans l'intérêt de tous. Donc. Voilà, donc ce qui fait que les sociologues, à un moment donné, les sociologues politiques font comprendre que le droit, c'est un rapport de pouvoir entre les acteurs. Donc, ça veut éventuellement dire celui qui est au pouvoir, tu as toute la possibilité de pouvoir traduire positivement ou négativement le droit en ta faveur pour atteindre, pour évoluer. Voilà. Donc, ça aussi, c'est une stratégie au-delà de l'autre stratégie qu'on pourrait faire avec l'alternance.
Voilà, ça peut être une alternance, mais l'alternance avec peut-être la personne de mon choix. L'alternance avec la personne vraiment indiquée. L'alternance avec la personne préparée. Et j'alterne et après je reviens au pouvoir. Je pense que c'est ce qui se passe en Russie, ou c'est ce qui s'est passé du moins en Russie avec Dimitri Medvedev et puis Vladimir Poutine. Mais est-ce que en Afrique cette stratégie peut marcher? Est-ce que celui que je vais coacher, former, quand il monte au pouvoir, est-ce qu'il ne va pas... Il ne va pas y avoir le retour du bâton. Donc, pour éviter tout ça, peut-être que c'est ce qui pousse certains leaders à vouloir continuer. C'est mieux que je continue. Hein? Voilà, terminer eux-mêmes. Et puis, écoute, la population, il faut toujours la manipuler. Si elle est rassurée sur un certain point, c'est déjà bien. Merci donc, M. Mahmoud Touré, pour le temps que vous nous accordez dans cette émission. C'est toujours un plaisir de partager le plateau avec vous, mesdames et messieurs. Vous l'avez compris, c'en est fini pour ce numéro du scanner de ce lundi. Merci donc aux équipes techniques, la régie, la technique, la production. On se retrouve demain, pourquoi pas, pour un autre numéro du scanner, même heure, même fréquence et avec la même énergie. Bonne suite donc de programme sur nos antennes. Portez-vous bien.